L'instant du décryptage, l'instant de l'analyse, l'instant de la clairvoyance, amis lecteurs. Bienvenue donc à cet autre rendez-vous de la grande tribune sur Afrique Média Télévision. Eh bien, c'est le rendez-vous culte de tous les jours lorsqu'il est quasiment 10 heures, heure d'Afrique centrale. Question pour vous et pour nous d'ailleurs d'avoir le contact avec les unes parues sur le continent africain. Question de nous permettre naturellement d'aller un peu plus dans la profondeur de ces informations telles que traitées naturellement par ces différents directeurs de publication. Et l'un d'eux m'accompagne d'ailleurs ce matin dans le cadre de cet exercice, fidèle d'ailleurs à ce plateau. Franklin Momo, directeur de publication pour le magazine Afrique Business. Par ailleurs, consultant en développement, en stratégie de développement des entreprises. En tout cas, ce matin, nous le recevons en qualité de directeur de publication. Bonjour Franklin, surtout bienvenue. Et bonjour M. Fabrice, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. D'ailleurs, merci d'avoir fait de moi conscient de cette télévision. Vous savez, Afrique Média, c'est la seule chaîne au monde où la qualité des intervenants dépend des téléspectateurs. Naturellement. Donc, et c'est une pression énorme qu'il faut tenir. Je passe des nuits blanches parce qu'il faut avoir le niveau pour tenir et rassurer davantage ce public du fait que la seule confiance ne peut pas les déshonorer. 22e numéro d'Afrique Business, c'est pour quand? Le prochain numéro sort la semaine prochaine. D'accord. Et on peut déjà voir en filigrane comme ça les grandes unes en pompe? Oui, nous avons titré à la une la croissance qui appauvrit. Ça veut dire l'économie de la consommation dont l'Afrique fait l'objet est dans une espèce de situation chaotique parce que quand vous consommez ce que vous n'avez pas produit, ça réduit le produit intérieur brut, ça garantit l'afflux de capitaux pour soutenir l'industrialisation à l'extérieur, ça fait ce que vous êtes dans une dépendance externe de l'économie. Or, lorsque vous avez des bras d'eau, des cylindrés, les montres Rolex et tout, ça n'honore pas l'économie locale, ça encourage ceux qui ont produit. Donc, la croissance qui appauvrit voudrait que les Africains se rendent compte que si déjà on ne peut pas avoir de l'eau potable facilement, si on ne peut pas transporter le cacao vers dans un champ de production qui rassure parce que les prix sont encourageants. Si déjà le panier d'aménageur est affaibli parce que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on consomme, vient de l'extérieur, là je dirais on vit dans une sorte de croissance qui appauvrit. Naturellement, bien compris. Eh bien, c'est donc avec ce sujet, monsieur, que nous allons donc aller cette fois-ci dans le vif du sujet, prendre donc cette toute première. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va dérouler cette fois-ci tapis rouge donc à l'Afrique du Nord avec cette une de Tel Quel Arabica qui est naturellement en ligne ce matin. Le journal parle donc des routes de la soie. La Chine compte d'ailleurs sur le Maroc pour dynamiser la route de la soie. Retient sa une ce matin Tel Quel qui nous fait dire que les exportations marocaines vers la Chine ont donc augmenté de plus de 70%, faisant donc du pays de Xi Jinping le quatrième partenaire commercial du Maroc. La Chine souhaite d'ailleurs renforcer le partenariat industriel avec le Royaume afin de continuer à dynamiser la route de la soie. Notre journal qui est revenu dans le cadre de cette autre information, c'est donc la nouvelle tribune de ce pays-là, Confédération générale des entreprises du Maroc et de la Chine. La nouvelle tribune du Maroc note donc à sa une le patronat marocain sur la route de la soie. Alors, franchement, la route de la soie qui désignait d'ailleurs, il faut cette ancienne, ce réseau ancien de routes commerciales entre l'Afrique, entre l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, on a finalement l'impression que l'Afrique semble être une destination prisée par ces routes de la soie, là, notamment aujourd'hui le cas du Maroc. Mais vous savez, par rapport à tous les ressources dont dispose l'Afrique, par rapport à sa dynamique relative aux matières premières, par rapport aux zones dynamiques, par rapport à l'intelligence dont produit l'Afrique, il est tout à fait logique que l'Afrique puisse compter dans la géopolitique mondiale parce que la Chine s'est rendue compte naturellement que pour préempter l'économie mondiale, il va falloir qu'elle puisse s'imposer en Afrique. Or, l'Afrique, en termes de ressources, en termes de potentialité, comme je le disais, c'est 3,2 milliards d'habitants avec un PIB de plus de 3 milliards de dollars. Ça suppose naturellement que l'Afrique est au centre de la préoccupation géostratégique. Donc, c'est pour ça que la Chine aujourd'hui a mis tout en œuvre pour essayer de distancier l'Occident comme premier partenaire de l'Afrique. Donc c'est tout à fait logique et j'invite naturellement tous ces pays africains à comprendre qu'au XXIe siècle, le joint venture voudrait que dans les contrats que les pays africains signent avec les partenaires extérieurs, il va falloir que ça soit équitable pour que l'Afrique puisse s'en sortir dans une dynamique qui voudrait qu'on ne puisse pas la réduire à une portion congrue parce qu'on sait que l'Afrique a les ressources capables de faire qu'elle puisse se démarquer. Donc, il faut que nous soyons responsables, que nous puissions signer des contrats remarquables pour améliorer l'existence de la population africaine. Alors, ce Maroc-là qui contribue, qui est quasiment le quatrième partenaire commercial de la Chine, est-ce que finalement,
il est peut-être bon temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que bon nombre d'États puissent naturellement rejoindre ces routes de la soie. On se rappelle naturellement que même le Cameroun, il y a quelques temps, avait rejoint ces routes de la soie, mais parfois on a l'impression que l'apport, par exemple, du Maroc dans un tel, dans un tel contrat n'est pas aussi le même que peut-être un autre pays comme le Cameroun. Je dis n'importe quoi. Non, je pense que le Cameroun est un bel exemple qu'il faut suivre parce que le chef d'État du Cameroun a pris des initiatives assez courageuses. Ceux qui ne savent pas lire son schéma de pensée, ce monsieur, depuis 10 dernières années, est en train de faire de très grandes choses. Le chef d'État du Cameroun veut sortir par la grande porte, mais sauf qu'il est entouré des gens, des mafieux qui ont essayé de masturber l'esprit dans un management qui ne prend pas en compte la norme. Donc je pense pour ma part que le Cameroun s'est inscrit dans une logique de joint venture qui voudrait que le chef d'État puisse dire que le Cameroun n'est pas la chance de garder d'une certaine puissance, mais le Cameroun appartient à toutes les puissances. Donc il suffit simplement que les contrats qui sont proposés au Cameroun soient justes, soient équitables, permettent d'améliorer l'existence humaine des populations camerounaises. C'est pour ça que le chef de l'État du Cameroun est beaucoup plus prisé vers la Chine, parce qu'il s'est rendu compte que la Chine offre beaucoup plus d'avantages dans l'opérationnalité des projets relatifs à l'amélioration de l'existence humaine camerounaise. Est-ce que finalement vous avez donc l'impression que la Chine aujourd'hui est le partenaire par excellence du continent africain? On se rappelle naturellement que même il y a quelques jours, on parlait de ce Bénin qui avait notamment arraché un grand projet de construction des chemins de fer, notamment à Bolloré, pour naturellement le donner à la Chine. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, comme a déclaré le président Paul Biya, que la Chine, certes, apporte beaucoup, c'est un partenariat d'amitié avec le Cameroun, avec le continent africain? Vous avez finalement l'impression que la Chine aujourd'hui, c'est le partenaire par excellence du continent? Mais tout à fait. Il y a un adage qui dit, dans la vie, il faut mieux reculer pour sauter. Donc quand vous remontez un peu l'histoire des années 1990, on a vu cette Chine qui avait l'un des PIB les plus mauvais du monde, et puis qui avait une population assez moins dynamique. La Chine a fait son dumping, elle s'est repliée sur elle-même, elle a compris qu'il fallait qu'elle puisse dynamiser sa technologie. Et là, on a vu la Chine envoyer, je vais dire, ses étudiants aux États-Unis, au Canada, pour faire de l'espionnage intellectuel. Ils ont pris 15 ans en arrière pour se préparer et anticiper. Aujourd'hui, on voit que c'est cette Chine aujourd'hui qui est leader sur le plan de l'économie mondiale. Donc je pense pour ma part que l'exemple de la Chine parle à l'Afrique. Il faut que nous puissions comprendre que tout est possible si à jamais nous puissions mettre sur pied des principes de bonne gouvernance. Parce qu'en 90, 91, 92, les pays de l'Asie du Sud-Est accusaient un taux de macroéconomie les plus faibles au monde. Le Cameroun a soutenu la Chine. Comment comprendre qu'aujourd'hui, cette Chine aujourd'hui a préempté l'économie en se mettant au devant de la scène? C'est juste parce qu'elle a compris qu'il fallait mettre sur pied une économie compétitive basée sur sa technologie et on voit les ressources sur le terrain. Donc, il va falloir que nous puissions être un peu sérieux, nous les dirigeants africains, que nous puissions comprendre que nous avons des ressources. Le plus important, c'est de mettre sur pied des pratiques de bonne gouvernance pour faire la prospective économique pour qu'un jour on puisse être comme la Chine. D'accord, on va quitter du Maroc donc pour l'Algérie. On va donc s'intéresser à la politique donc, de ce pays-là avec cette fois-ci le journal donc le soir Liberté qui est donc naturellement un kiosque ce matin. La problématique donc accapare l'essentiel du débat politique. 5e mandat, de quoi les rumeurs sont désormais synonymes, s'interroge le quotidien en Liberté. En tout cas, il faut dire la problématique relative notamment à la réélecture, à la reposition de M. Bouteflika à la tête ou alors pour les élections présidentielles de 2019 fait désormais débat du côté de l'Algérie. Ça fait quand même près de 4 mandats. M. Bouteflika aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne s'est pas encore officiellement prononcé sur sa candidature aux élections présidentielles de 2019. Pour vous, est-ce que vous voyez M. Bouteflika aujourd'hui l'homme de la situation en Algérie alors qu'on a visiblement l'impression que tout semble être en branle autour de lui? En matière de gouvernance, il faut savoir que la gouvernance doit être compétitive. En fait, il n'y a pas l'homme fort unique qui doit croire qu'il est incontournable. Tout le monde peut aspirer à la fonction présidentielle. Ça, c'est le mot qui fait que l'Afrique ne puisse pas avancer. Parce que dans cette espèce de gérontocratie où les gens mettent sur pied des stratégies qui n'augurent pas le lendemain meilleur, les stratégies qui ne mettent pas sur pied une visibilité, ça crée des répercussions sur le plan géostratégique, du genre où les partenaires non plus le regard sur votre pays parce qu'ils estiment que le système politique est mauvais. Donc l'Afrique a des problèmes de gouvernance, les problèmes de gérontocratie, les problèmes je veux dire, de quoi se dimensionner. Dans cette situation, il est difficile de mettre sur pied une économie prospective. L'économie, c'est être tributaire de la politique. La politique encadre l'économie parce que les deux sont constamment liés. L'Algérie, vous allez bien voir l'Algérie, c'est des routes, c'est des immeubles, mais en économie, c'est une croissance approvissante. La croissance s'impose sur le niveau de l'industrialisation. Ce n'est pas les grandes routes, les cylindrées, les immeubles, non. La croissance, c'est l'industrialisation et l'amélioration du produit intérieur brut qui impose la compétitivité à l'échelle internationale. Quand vous allez en Algérie, en Tunisie, c'est le même mot. On a un problème de compréhension du management moderne. Or, nos leaders ne sont pas charismatiques, ce ne sont pas les véritables hommes avec grande tâche.
Ils font tout pour s'accaparer du pouvoir. Et dans cette espèce d'accaparation du pouvoir, l'innovation ne peut que mourir. Gérer, c'est prévoir, connaître pour agir et contrôler pour corriger. Attends, continue de le dire et affirme déjà relais. Il va falloir que nos dirigeants puissent comprendre que ce n'est pas en mettant l'homme au pouvoir que votre nom entre au Panthéon. Plus vous insistez, plus ça... Une petite erreur peut diluer ce que vous avez fait. Est-ce que c'est finalement la politique ou l'homme qui cause problème? Non, en Afrique, je ne sais pas si c'est une malédiction, excusez-moi l'expression. Quand on regarde l'histoire par rapport à la crise, la terre des guerres qui était le commun des Noirs à les familles vendues comme esclaves du colon, le Congo de Berlin, les Occidentaux ont mis sur pied toutes les stratégies pour réduire à néant la valeur existentielle humaine noire. Que ce soit noir de l'Afrique centrale ou que ce soit de l'Afrique du Nord. Donc nous sommes tous des Noirs en fait. Donc il va falloir simplement que nous puissions comprendre quelles sont nos valeurs identitaires. Sommes-nous des Africains? Quelle est la vision que nous souhaitons mettre en place? Avoir une Afrique comme la Chine? Ou encore rester dans une espèce de gérontocratie, d'immobilisme à outrance, comme ça nous caractérise. C'est à nous, Africains, de définir le modèle que nous voudrions mettre en place. Sinon, on serait toujours dans une situation de déséquilibre stratégique imposant la prééminence extérieure sur l'Afrique. Donc, que vous êtes Sénégalais, Marocains, Tunisiens, c'est les mêmes mots qui tuent le management africain. L'immobilisme, la corruption, la gérontocratie, absence de visibilité politique. Et dans ce système, il est impossible de faire la prospective économique. D'accord. On va parler de la lutte anti-corruption, Franck Temour, vous savez d'ailleurs, c'est là et à l'ordre du jour sur le continent africain au lendemain naturellement de ce sommet de l'Union africaine qui s'est tenu très récemment. Mais on a l'impression depuis quelque temps que tous les pays s'activent notamment pour lutter efficacement et vigoureusement contre la corruption. C'est donc avec Midi Libre en Algérie que nous apprenons d'ailleurs cette autre information, lutte anti-corruption. Donc, les rappels à l'ordre de l'ONPLC, titre donc Midi Libre, qui est naturellement en kiosque. Jean nous fait dire que l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption a rappelé aux anciens titulaires d'emploi, d'encadrement ou de fonction supérieure de l'État l'obligation de souscrire une déclaration écrite auprès donc désormais de cet organe. Peut-être question, pourquoi pas pour l'ONPLC de pouvoir naturellement, peut-être à la fin de l'exercice, de pouvoir mener une enquête pour ça naturellement. Est-ce que avec un salaire que vous avez reçu, vous pouvez notamment au sortir d'un service public avoir un certain nombre de biens publics aussi? Oui, je pense que naturellement, comme je disais tantôt sur le plateau de la Média, vous savez, l'économie c'est la prospective et ça s'appuie sur le principe de bonne gouvernance qui est l'élément de référence d'une meilleure programmation et d'une meilleure planification. Lorsque vous programmez, vous planifiez, vous budgétisez, il faut des ressources. Or, quand nous avons un système managérial qui impose la corruption à outrance, qui fait à ce que dans la programmation et la planification, la budgétisation ne suit pas. Parce que l'argent qui était censé garantir la diversification de l'économie est géré ou encadrés dans des réseaux mafieux qui sont illustrés de manière quotidienne. Nous observons des cylindres, comme vous venez d'évoquer, les gens qui prennent l'argent, ils vont mettre dans les paradis fiscaux, qui se rendent compte qu'au 21e, c'est lorsque vous détenez 4 milliards ou 10 milliards ou 20 milliards ou 100 milliards, vous allez déposer en Europe. Sachez simplement que les transactions financières internationales ne se fortifient pas en francs CFA. C'est en dollars ou en euros. Ça suppose que tous ces ministres qui votent de l'argent, ça ne doit pas les servir avec le temps. Chez les Blancs, ils disent que l'économie, c'est le projet et non l'inverse. Or, l'Africain, quand il vote de l'argent, il pense que ça lui appartient. Je suis désolé, l'argent que vous volez, ça ne doit pas vous servir. La corruption affecte à 60% le PIB de l'Afrique. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller au FMI s'il y avait le principe de bonne gouvernance. Lorsqu'un individu en Afrique, excusez-moi de ne pas dire le pays, détourne 100 milliards de francs CFA. Mais vous croyez que dans ce genre de situation, comment est-ce que les choses doivent s'améliorer par rapport à la prospective quand l'État se soumet ou quand les États africains se soumettent au Fonds monétaire international? C'est le même argent que la mauvaise gouvernance a créé permet au FMI de revenir vous refinancer sur la base du mécanisme infernal de la reproduction de la dette. On vous donne du crédit, sachant que vous avez des institutions qui ne sont pas solides, avec des corrupteurs à grande échelle. On sait, et cet argent, ça va repartir et vous allez encore venir vous soumettre. Donc on soit un peu sérieux. Si la corruption n'est pas encadrée, n'est pas gérée par un système de management moderne qui voudrait qu'on puisse digitaliser tout le système, comme en Angola, comme au Rwanda. Au Rwanda, tout est digitalisé. On ne paie rien avec de l'argent. Il faut un principe de management qui ne permet pas que la fluidité de l'argent puisse se retrouver à gauche, à droite. Dans cette logique, on pourra atteindre la corruption, avoir ce qu'on appelle l'accumulation des capitaux pour garantir la diversification. L'économie a besoin de l'argent pour garantir sa diversification. D'accord, bien compris.
mon cher Franklin Momo. On va donc sortir de l'Afrique du Nord pour l'Afrique australe ce matin avec un autre journal qui parle naturellement des faits de corruption du côté de l'Afrique du Sud. On est avec le journal de Mercury qui nous parle de fraude, convocation à la corruption, venir au tribunal, Zuma est donc commandé, titre Mercury. Même son de cloche avec le journal de Star. Qui nous dit que Zuma se défend, eh bien, il faut dire naturellement avec le journal que la retraite présidentielle forcée, on va le dire, de M. Zuma risque de ne pas être de tout repos pour Jacob Zuma après plusieurs tergiversations. La justice sud-africaine a décidé de renvoyer l'ancien président sud-africain devant les tribunaux pour répondre pour fraude, blanchiment d'argent et corruption dans l'affaire Total. Eh bien, l'audience fixée au 6 avril prochain devrait donc acter de façon formelle la mise en accusation de Jacob Zuma ainsi que des responsables du groupe français à l'époque des faits. Mister Scandale, comme d'aucuns le qualifient désormais, va-t-il se tirer d'affaires comme les cas de 700, comme pour les plus de 700 cas de corruption le concernant devant la justice sud-africaine? La question, on vous la pose ce matin, Franklin Momo. M. Zuma, qui fait l'objet de bon nombre de poursuites judiciaires du côté de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous avez l'impression désormais que dans cet autre dossier, il va réussir à se tirer d'affaire? Je pense que lorsque vous avez eu la chance de diriger un pays comme l'Afrique du Sud, cela je pense que vous allez rendre compte. Et le bilan étant la balance entre l'actif sur le passif. Lorsque un pays comme l'Afrique du Sud, qui était un modèle d'exemplarité pour le continent africain, est aujourd'hui l'ombre d'elle-même, dans cette mesure où la corruption a empêché ce pays de pouvoir démontrer la prééminence économique. On a l'impression du côté de l'Afrique du Sud, ce qui n'est pas parfois le cas dans d'autres pays, que cette fois-ci, la corruption était naturellement menée par celui-là qui était censé, du moins montrer l'exemple, Jacob Zuma, président, puisque rarement on en a parlé de son entourage, on en a rarement parlé de ses ministres, mais toujours et toujours M. Jacob Zuma qui est pointé par la justice sud-africaine. Tout à fait. Au regard de la manière dont il a géré le pays, il y a beaucoup de scandales qu'il a orchestrés. Donc, il est tout à fait logique qu'il puisse se rendre compte. Mais je suis convaincu qu'il ne passera pas une retraite paisible parce que l'Afrique du Sud aujourd'hui, en termes d'indicateurs. Vous êtes certain? Bien sûr, en termes d'indicateurs macroéconomiques, n'est plus l'image d'un grand pays qu'on connaissait. Aujourd'hui, on parlait du Nigeria comme le nouveau leadership africain. Quand vous voyez le Nigeria avec toute cette corruption aujourd'hui, vous vous rendez naturellement compte que le management africain a un problème de compréhension du bon sens, en fait. On a des leaders qui ne sont pas des leaders charismatiques, des leaders qui pensent que la valeur humaine existentielle s'appuie sur sa capacité à pouvoir avoir des immeubles, à pouvoir détourner. Ce n'est pas comme ça. Lorsque vous avez eu la chance de gérer d'avoir un poste, démontrer que pendant votre parcours, vous avez eu à poser des actes bénéfiques pour votre pays. Votre nom va entrer dans l'histoire. Quand vous remontez un peu dans d'autres cieux, chez les Occidentaux, par exemple, on va tout dire, mais le modèle de management chez eux, quand même, est appréciable. Vous n'allez pas voir quelqu'un s'enrichir de manière extravagante comme ici, comme en Afrique. Donc, il faut qu'on soit un peu sérieux. C'est nous qui allons nous-mêmes définir le modèle que nous souhaitons être dans une vision prospective. Si nous voulons être comme la Chine, c'est à nous de déterminer. Quand on a des individus qui se retrouvent en train de détenir plus de 400 milliards de francs, 500 milliards de francs CFA, mais mon Dieu, où allons-nous? Ce sont d'aller voir le FMI, ce sont d'aller voir la Banque mondiale. Nous, Africains, nous sommes responsables de notre propre turpitude. Donc il faut que nous puissions décrire cela haut et fort, que nos dirigeants puissent être un peu sérieux. Quand ils nomment les ministres, qu'ils puissent inscrire un tableau de bord, qui voudrait que tous les 6 mois ils rendent compte. On a un problème de suivi dans le management africain. C'est-à-dire que quelqu'un est au pouvoir, quelqu'un par exemple poste ministériel, c'est après 2-3 ans qu'on se rend compte qu'il avait détourné. Alors que naturellement, lorsque vous avez sur pied un système managérial efficace, on peut contrôler de manière permanente comment est-ce que tous les ministères fonctionnent. Voilà le mal de l'Afrique, la corruption qui gangrène l'image de notre prospérité. Donc il va falloir quand même que tous les intelligences africaines puissent trouver des solutions efficaces pour que la corruption puisse être encadrée par un système managérial digitalisé. D'accord, le 6 avril, donc, ça sera du côté de l'Afrique du Sud où M. Jacob Zuma devra donc répondre pour ces autres cas de fraude et de corruption dans le cadre d'une vente d'armes impliquant d'ailleurs le franc CFA. Est-ce que finalement vous avez l'impression aujourd'hui qu'avec l'arrivée de Cyril Ramaphosa à la tête de cette nation, l'Afrique du Sud, on a visiblement l'impression que plus ou moins les indicateurs économiques, politiques sont désormais au beau fixe? Vous savez, depuis que Nelson Mandela a laissé le parti, depuis qu'il est décédé, l'ANC cherche
à retrouver ses propres repères. Les repères qui voudraient quand même que ce soit un parti de rassemblement, un parti qui travaille pour la dynamisation de l'Afrique du Sud, une ANC crédible dans une posture de prééminence politique, parce qu'on sait que ce parti a beaucoup subi par rapport à la bataille. C'est pour ça que quand on est sur maintenant de ce parti, il y a des péripéties parce que tous ces leaders n'incarnent pas la vision nomenclaturale de l'ANC. C'est pour ça aujourd'hui que ça part dans tous les sens. À mon humble avis, je pense que ce nouveau le chef d'État tunisien, sud-africain, doit mettre tout en œuvre pour que l'ANC puisse être un parti renouvelé, un parti qui respecte ses principes idéologiques, un parti qui est le reflet de la vision d'un pays qui a subi tous les problèmes relatifs à la bataille. Donc je pense que c'est un parti qui a de l'avenir. C'est un parti qui est en pleine reconstruction et ce nouveau président, à mon humble avis, je pense qu'il a une vision de construction. On va donc aller du côté de l'Angola. Eh bien, si en Afrique ne sont pas des faits de corruption, eh bien l'Angola n'est pas épargné, même si on a visiblement l'impression également que de ce côté-là, José Lourenço, naturellement, semble mener une véritable bataille contre les citoyens véreux, donc qui auraient naturellement fait même bas sur la fortune publique. On est avec Ango Presse qui nous fait savoir ce matin que l'ancien patron du Fonds souverain est désormais mis en accusation. Eh bien, son nom c'est José Filomeno dos Santos, qui n'est nul autre que, pour vous éclaircir là-dessus, Franklin Momo, le fils de l'ancien président Eduardo dos Santos, l'ancien président angolais. On se rappelle naturellement que sa fille avait été également épinglée pour des faits de corruption il y a quelques mois, justement au lendemain d'ailleurs de la prise au pouvoir de M. José Lourenço. Alors, est-ce que désormais on peut parler d'une véritable cabale contre on va dire contre toute la famille de l'ancien président angolais? Franchement, je pense que ce plateau de télévision est un plateau qui construit, qui encourage l'excellence. Afin promet les valeurs de bonne gouvernance pour que l'Afrique puisse se dynamiser. Et lorsqu'il y a quelque chose qui empêche que nous puissions avancer, il est question de dénoncer de manière juste et équitable. En fait. Comment comprendre que naturellement être la famille présidentielle est une chance? Ce n'est pas une chance, c'est une histoire de Dieu. Donc on peut être d'une famille pauvre. Et puis, comme d'une famille riche, la nature en a voulu ainsi. Pourquoi croire que voler c'est une spécialité africaine, il n'y a pas que l'Angola. C'est le propre de l'Afrique. Donc, c'est une malédiction, excusez-moi l'expression, et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y a la corruption. L'Africain est dans une posture de complexe du complexifié, tel que défini par la notion postcoloniale, où les Blancs nous ont habitués à croire que nous sommes des sous-hommes. Et quand les Blancs sont repartis, le Noir est resté alimenté davantage en permanence complexe contre son propre frère. Vous allez voir quelqu'un, je suis ministre, je suis ici, je vis à Bonapiso, je suis dans tel quartier UP. C'est le complexe. Même quand le noir a les moyens, il ne croit pas à sa valeur existentielle. Il faut que nous puissions comprendre qu'il faut définir nos valeurs identitaires. La valeur de l'être humain sur terre, ce n'est pas les milliards. C'est votre apport pour construire la société. Ce n'est pas le doctorat, ce n'est pas l'agrégation. Qu'est-ce que vous avez fait pour avancer votre pays, comme disait Martin Luther King? Pourquoi les Africains pensent que détourner, c'est la solution existentielle d'une valeur humaine? Non. Qu'on soit un peu sérieux, qu'on respecte nos valeurs propres, qu'on définisse qu'est-ce que nous souhaitons être. Les Blancs ne sont pas des sorciers, je suis désolé. C'est là où ils nous dépassent, sur le plan mental. Le management est 70% mental, 30% physique. Les Blancs mentalement sont plus élevés que nous. Qu'est-ce qui se passe qu'en Afrique, on passe tout le temps à détourner de l'argent, acheter les... Non, qu'on soit un peu sérieux, qu'on soit un peu sérieux. Quelle est la conclusion que je donne par rapport à ces questions? Quelle est l'image de l'Afrique que nous souhaitons mettre en place d'ici 2030? Une Afrique pleine de corruption, plein de clientélisme, plein de ceci. Non, l'émergence est l'expression d'une dynamique qui voudrait qu'on soit dans un management sérieux qui permet de garantir la cumulation des capitaux pour garantir la diversification. Quand vous détournez, cet argent ne sert pas à produire. Quand vous allez prendre du crédit à FMI, qui est une banque qui fait du business, elle vous impose un taux de remboursement qui ne peut pas garantir la prospective économique. La prospective, c'est dans le temps, dans l'espace. Chers Africains, soyons un peu sérieux, vraiment, vraiment, vraiment. Si nous aimons l'Afrique, apprenons à mettre sur pied les principes de bonne gouvernance pour aider l'existence humaine africaine pour que nous puissions être respectés à l'échelle mondiale. Eh bien, il faut dire l'ancien président du conseil d'administration du Fonds souverain, José Filomeno dos Santos, a été donc accusé au journal par le bureau du procureur général d'être impliqué dans le transfert illégal de 500 millions de dollars de la Banque nationale d'Angola. L'ancien gouverneur donc de la Banque nationale de réserve, Walter Filipe Jorge Gaudens Pontes, Antonio Samalia Manuel et Joao Domingos dos Santos, qui, avec José Filomeno dos Santos, sont également interdits de quitter désormais donc le territoire angolais. Bien, les détails sont donc à découvrir ce matin dans les colonnes du journal Ango Presse. En Afrique de l'Ouest, eh bien, nous y sommes avec donc des ligues, eh bien,
nous apprenons à sa une que le Ghana et la Côte d'Ivoire signent donc un accord sur le cacao. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont donc décidé de relever les défis dans le secteur du cacao dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique qui lie d'ailleurs les deux pays à la signature de la déclaration d'Abidjan. Les deux pays ayant 60% de la production mondiale de cacao. Les fluctuations des prix sur le marché international conjuguées à une chute d'environ 20% en 2017, nous dit le journal, ont donc eu un impact négatif sur les revenus de millions de producteurs de cacao ainsi que sur les recettes budgétaires des deux grands pays. Alors, il faut le dire, sur le continent africain, la Côte d'Ivoire, tout comme le Ghana, sont deux grands producteurs de cacao. Alors, lorsque on réussit à avoir ces deux pays dans un même panier, est-ce que finalement, cela va permettre naturellement au cacao africain d'avoir une place de choix sur le marché international? Je dis non. De manière péremptoire, je dis non. Et je mets à défi quiconque qui peut me démentir sur mon intervention. Tout ce qu'on fait là, c'est le formalisme politique et économique. Parce que le problème de fond, M. Alassane Dramane, s'il m'écoute, il va comprendre. Il est un économiste. Le problème de fond dans les joint ventures macro et microéconomiques réside sur l'échange. L'échange doit être encadré par la monnaie. Ça veut dire quoi? Cette convention du cacao qui sont en train de mettre en place, je ne sais pas si c'est l'inter-échange entre deux puissances du cacao, est encadré par quoi? Le franc CFA ou bien la monnaie du Ghana? Mais non! Le problème de fond qui dynamise les grandes économies, c'est la monnaie. Quel élément d'échange qui structure la prospective économique pour l'intérêt des deux parties. Dans ce scénario-là... Parce qu'on ne peut pas convertir, lorsqu'on parle par exemple sur un échange, convertir pourquoi pas sa monnaie, le franc CFA avec naturellement la monnaie ghanéenne. S'il vous plaît, sur le marché international, l'achat des matières premières africaines, l'achat de tout ce qui vient de l'Afrique, les devises c'est en euros et en dollars. Ça suppose que, je dis l'autre jour ici que la crise économique, c'est la rupture et la rareté des investissements du système macro et microéconomique caractérisé par la faiblesse du pouvoir d'achat. Ça, c'est la première définition. La seconde définition, c'est la détérioration des thèmes d'échange. Ça veut dire que le planteur qui fait un an pour produire 10 sacs de cacao doit supporter les charges induites, doit s'alimenter, doit envoyer les enfants à l'école pour attendre le 9e mois pour aller vendre. L'acheteur décide à son gré le prix qu'il veut par rapport à ses aspirations politiques. Là, vous êtes dans une dépendance externe de l'économie parce que vous avez la marchandise, mais l'acheteur vous fixe le prix. C'est ça qu'on appelle direction des thèmes d'échange. Mais en même temps, eux, ils ont besoin quand même du cacao. C'est ça que j'analyse. Par contre, à l'inverse, une usine qui fabrique les montres Rolex peut faire 30 minutes fabriquer 15 000 montres Rolex. Une montre Rolex coûte on peut dire, 600 ou 700 000 francs CFA. C'est un exemple simple. Ils fixent à leur gré le prix de ce qu'ils ont produit. Or, nous sommes obligés d'acheter parce que nous sommes complexés. On a un taux d'indigestion très faible. Et puis, ça fait qu'il y a ce qu'on appelle le déséquilibre macroéconomique. Dans ce scénario, M. Fabrice, même si on donne 500 ans en Afrique de fonctionner dans cette logique, on ne va jamais s'en sortir. Parce que tout ce qu'on fait est encadré par la monnaie. La monnaie, c'est la dette, une dette qui est substituée par rapport à la pertinence de ceux qui... Nous vous comprenons, Franck, mais nous avons le Ghana et la Côte d'Ivoire. À eux, ça fait quasiment 60% de la production mondiale du cacao. Est-ce qu'avec cela, on ne peut pas naturellement aller sur le marché international, naturellement imposer, nous également, notre part de prix? Monsieur Fabrice, très naturellement, il faut un débat de profonde amplitude pour asseoir les bases d'une souveraineté pour que l'Afrique puisse comprendre que naturellement, je ne connais pas les joint ventures où on s'en va seul. L'Afrique est dans un combat où ça part dans tous les sens. Il n'y a pas une communication, je veux dire convergente, c'est une communication univoque. Parce que chacun va par rapport à son intérêt. C'est la politique qui définit l'économie. Si on a un système où les politiciens ne sont pas de véritables leaders, capables de comprendre qu'ils peuvent créer ce qu'on appelle une espèce de cohabitation pour avoir un bloc solide pour influencer l'extérieur, sans vous mentir, M. Fabrice, n'attendez pas que ces gens viennent nous caresser sur le sens du poil. Parce que l'Union européenne, pour se constituer, a mis tout en œuvre pour réduire la montée exponentielle des États-Unis. C'est vrai que la Chine est en train de déstabiliser tous les scénarios, ils sont en train de repenser autrement. Donc, les Africains doivent comprendre qu'au XXIe siècle, il faut trouver une formule unique qui permet de converger pour attaquer l'extérieur, pour garantir l'équilibre géostratégique. Sinon, on ne va que tourner, ça ne doit pas se ressentir de manière objective. Je prends un exemple pour illustrer ma démonstration. Allez-y. On dit qu'en Côte d'Ivoire, en moins de 5 ans, en moins de 10 ans que M. Alassane Ouattara a pris le pouvoir, le Côte d'Ivoire est un pays, il y a les routes. Je suis d'accord, mais c'est l'économie de consommation, ce n'est pas l'économie de produits. En économie, c'est l'industrialisation qui est l'élément moteur d'une pertinence d'action stratégique. Quand vous avez les immeubles, les routes, les ponts, tout et tout, si le produit intérieur est faible, si vous achetez tout ce qui vient de l'extérieur, soyez
vous ne serez jamais émergent. L'émergence, c'est l'industrialisation. C'est une Union africaine unie sur une monnaie. C'est une convergence pour affronter l'extérieur. Sinon, si on va en guerre de manière dispersée, on ne sera jamais un pays, un continent solide, parce qu'on a des leaders qui ne sont pas charismatiques. D'accord, ça c'est ce que vous dites. On va donc prendre cette autre une. Nous sommes au Togo avec donc Togo Tribune, la coalition à Accra. La semaine prochaine, nous dit donc Togo Tribune, les consultations bilatérales pourraient d'ailleurs reprendre. Eh bien, les consultations des protagonistes de la crise togolaise vont-elles reprendre? Eh bien, là, toute la question, en tout cas, des leaders de la coalition serait attendue donc mardi 3 avril du côté d'Accra pour une rencontre avec donc probablement les gagnants. Eh bien, on va prendre notre journal qui s'intéresse naturellement à cette information. C'est Liberté, troisième ronde donc de ce vendredi avec le quotidien Liberté en route donc. Liberté en toute liberté, avec donc le journal Les Avancées obtenues sur le point de blocage, le chantage du pouvoir, titre donc le quotidien Liberté. Alors, on va revenir maintenant un tout petit peu à décrypter ces deux informations. Alors, cette actualité commune traitée naturellement par nos confrères de Togo Tribune, on parle de cette coalition qui est donc désormais attendue du côté d'Accra. Il faut le dire, le médiateur Akufo-Addo n'a pas pu naturellement passer près de 4 heures. En tout cas, on nous fait savoir qu'il a juste fait 3 heures du côté du Togo dans le cadre naturellement de l'écoute des deux parties. Finalement, on a l'impression qu'avec le quotidien Liberté, qu'il y a naturellement des blocages et même à la limite du chantage monté naturellement par le parti au pouvoir de M. Faure Sibé. Je serai un peu dans une position pas apaisée par rapport au Togo. Pour tous ceux qui savent mes interventions sur le Togo, où j'ai dit tantôt que le président du Togo n'a pas bénéficié de l'expérience du président du Gabon, Ali Bongo, qui est arrivé au pouvoir et puis il s'est rendu compte qu'il faut faire ce qu'on appelle en économie le réingénierie. Que veut dire le réingénierie? Ça veut dire, à la grande chaîne de télévision, le PDG tous les jours réfléchit comment faire pour que cette pression puisse être encadrée, pour encadrer tous les milliards de téléspectateurs dont cette chaîne comporte. Donc ça suppose un travail profond en fait. Quand Ali Bongo arrive au pouvoir, il se rend compte que les Gabonais sont dans une sorte d'autoconsommation, le salaire, le SMIC est très élevé, ils ne bossent pas et tout. Il dit mais tiens, c'est une économie de consommation, qu'est-ce qu'il doit donc faire? Il me supprime toutes les stratégies pour changer carrément le paradigme post-colonial qui voudrait que son peuple puisse enrichir les gens. Vous avez vu ce que ça devait le coûter. Mais les Afri-Médias, les Africains, on a dit non, Ali Bongo, tu restes le président des Gabonais. Par rapport au Togo, le Faure arrive au pouvoir, il ne change pas le paradigme. Par contre, il a bénéficié de la confiance des Togolais. Les jeunes, il faut reconnaître. Il a continué à alimenter la gérontocratie et la dynastie que son père avait laissé. Il a hérité du passé de son père. Il n'a pas transcendé. Oh, un management moderne, même quand vous avez une épouse à la maison, chaque jour, il faut changer le ton, la communication avec les enfants et tout. C'est ça l'innovation managériale. Quand vous ne le faites pas, vous plongez dans une espèce d'immobilisme et ça fait que le doute commence à s'installer. Maintenant, ils sont en train de créer ce qu'on appelle les sortes de coalitions. Je suis désolé, les c'est-à-dire aller négocier, ça n'est pas la solution. Si le président de Togo me suit, il faut qu'il sache qu'il peut créer un dénouement s'il le veut personnellement. Qu'il se rende compte que c'est le peuple-là. Quelle est la stratégie qu'il peut mettre en place pour que ce peuple soit satisfait? C'est simple à comprendre. Si les ministres n'ont pas la compétence requise pour avoir une proximité capable de mettre sur les indicateurs qui facilitent une compréhension entre le pouvoir et les administrés, que le chef d'État trouve une autre formule pour se rapprocher de la population en mettant au centre les préoccupations et en trouvant des formules stratégiques. Ça va permettre de diluer. C'est parler vous avez dit, ils sont partis au Ghana. C'est pas comme ça qu'on gère les crises. Non, la crise se gère dans votre pays avec votre population. Mais sauf qu'à un moment donné, il a fallu qu'il y ait naturellement un médiateur puisqu'on avait visiblement l'impression que le torchon brûlait entre les deux partis, la coalition de l'opposition et le parti. Il fallait donc un terrain neutre pour permettre naturellement qu'on puisse remettre dans un débat plus ou moins sain ces deux partis pour qu'il y ait naturellement échange. Mais sauf que naturellement, on a l'impression, Franck, pour rebondir avec vous et peut-être sortir de cette actualité, qu'on a l'impression que on va dire jusqu'ici, les préalables formulés par l'opposition, notamment le retour à la Constitution de 1992, semblent véritablement être battus en brèche par le parti au pouvoir. Et c'est là, naturellement, le nœud gordien. On ne réussit pas justement à s'entendre depuis sur cette revendication qui se paraît à la limite fondamentale même de cette crise-là. Permettez-moi d'être un peu très péremptoire sur mon intervention. À mon humble avis, à quoi sert la Constitution?
C'est un système qui structure les règles et les lois qu'il faut respecter pour garantir un management politique qui aspire à la convenance de la population. Mais encore faut-il que nous puissions savoir que la Constitution est substituée à la population, en fait. Si vous avez une population qui est en proie à tous les maux, manque d'éducation, distorsion de l'économie par la corruption et tout, absence de prospective et tout, elle ne peut que se replier à la Constitution pour pleurer, en fait. Donc, à mon humble avis, un chef d'État qui bosse bien n'a pas besoin de changer la corruption. Quand vous bossez bien, la Constitution ne vous sert à rien. Quand vous bossez bien, le peuple est capable de vous demander de vous représenter. Donc, c'est une espèce d'amateurisme que nos dirigeants qui travaillent pour leur intérêt utilisent la Constitution comme arme capable de garantir la durabilité au pouvoir en changeant régulièrement. Non, qu'on soit sérieux. La vraie Constitution, à mon humble avis, c'est la population. Quand vous traitez votre population, c'est elle qui est la vraie Constitution. D'accord. Alors, est-ce que vous avez finalement l'impression que, telles que les choses sont parties, en partie de consensus en consensus, bref, on a vivement l'impression que l'issue de sortie, ce n'est pas probablement pour demain du côté du Togo? Non, je pense que je suis un peu choqué parce que j'étais un peu très dur avec dans mes interventions par rapport au Togo. Ce qui m'a trop choqué dans ce débat, c'est que Ford n'a pas profité de l'expérience de la jeunesse dont il fait l'objet. Nous, ici à Afrique, nous prenons les valeurs qui rassurent, les valeurs de management moderne, la dynamique jeune qui voudrait que nous puissions comprendre que les gens ont leur rôle à dire. Vous avez vu comment le président de la RDC nous déçoit. Mais Ford est jeune, mais il n'a pas profité de sa jeunesse. Ford n'a pas changé de paradigme. C'est voilà le problème de Ford. Ford est resté alimenter, je veux dire, le passif de son papa, en fait. Il devait se distancier de ça, créer un changement de cap, se rapprocher de la jeunesse puisqu'il est jeune. C'est ça qui a fait qu'il soit élu. Quand la jeunesse se rend compte qu'il était trompé, franchement, il est difficile de recoller les morceaux. Mais à mon humble avis, ça a été un spécialiste du négativisme. Ainsi, on prend le positif, en fait. Ford, la seule solution que lui peut envisager pour l'instant, s'il a des ministres incompétents, qu'il trouve une autre formule pour se rapprocher. Pas l'opposition utilise que le manquement d'un système pour faire prévalence, je veux dire son ego. Sans population, il n'y a pas opposition. L'opposition est le reflet de la population. S'il y a une population qui se sent bien, l'opposition n'aura pas de sens, en fait. Donc, il se rapproche de la population par les stratégies que lui peut mettre en place pour les rassurer avec les garanties. Alors, en politique de crise, en communication de crise, on ne parle pas sans vous parler. On parle avec les preuves. Voici ils commencent à les mettre dans le pouvoir au fur et à mesure. C'est facile. Allez réfléchir dans d'autres pays sur le sort de votre propre pays. Non. Monsieur le président du Togo, si vous êtes à l'écoute de cette émission, c'est simple. En commission de crise, on ne s'agite pas, on est posé. On ne fait pas le bras de fer avec ceux qui vous ont lu. Allez à leur rencontre, demandez-leur quel est le problème. Si les ministres sont... Parce qu'on a un peu comme l'impression dans le système africain, les ministres parfois travaillent pour leurs intérêts et non pour l'intérêt de celui qui les a nommés. Voilà pourquoi la crise autour s'est enlisée. Les gens ne bossent pas pour l'intérêt général. Ça fait qu'à un moment donné, le chef d'État n'a pas assez d'informations. Il est surpris quand c'est fait tard. Si vous avez des ministres incompétents, je préfère un pays qui change tous les jours les ministres s'ils se rendent compte que ces ministres sont incompétents. On comprend que le Togo est depuis dans une crise depuis 7 à 8 mois. Maintenant, que cela cesse. Monsieur Ford, allez rencontrer votre population. Mettez sur pied un plan d'urgence pour les garantir que non, ça va aller. Je pense que les choses pourront s'amuser. En tout cas, on espère tout simplement que il va naturellement appliquer vos conseils. En tout cas, on va attendre donc de savoir ce qu'il en sera le 3 avril prochain du côté donc du Ghana, où les 14 de l'opposition sont donc attendus de ce côté-là avec le médiateur Nana Akufo-Addo. Nous quittons donc cette fois-ci le Togo pour le Burkina Faso. On va s'intéresser à ce coup d'État manqué du 16 septembre 2015. C'est un Diendéré, bien avec donc le journal Le Pays, le procès du push manqué de Ouagadougou avec le pays donc Mamadou Issoufou, Yahi Boni, Macky Sall cités comme témoins. Et bien nous dit donc le journal, et bien un autre journal qui est revenu sur cette grande actualité, c'est donc le quotidien L'Inter du côté de la Côte d'Ivoire, procès du putsch manqué au Burkina Faso. La comparution de Soro réclamée retient finalement le quotidien L'Inter. Alors 3 ans après, est-ce que vous avez finalement l'impression que dans ce dossier brûlant naturellement de ce coup d'État qui avait failli coûter la vie à Michel Kafando, on a désormais plusieurs chefs d'État qui sont impliqués, du moins nommés pour aller donner leur part de vérité sur ce dossier, mais surtout M. Guillaume Soro qui est cité dans ce dossier. Votre réaction? Permettez-moi de répondre par une digression. Quand vous regardez comment fonctionnent les Occidentaux, on ne parle pas du coup d'État en France, on ne parle pas du coup d'État en Angleterre, c'est le coup d'État politique où ça se joue dans les urnes en fait. Et à partir de ça, quand on fait une lecture assez profonde sur le plan géostratégique, l'Africain est l'expression d'une dimension de soubassement à souhait, qui voudrait quand même qu'on ne soit pas des véritables leaders avec grande tâche.
Et dans ce scénario, il est impensable d'avoir une Union africaine solide qui converge par la mise sur pied d'un système politique fort par rapport à une monnaie capable de faire que l'Afrique soit un continent fort. Parce qu'on a des leaders qui prennent le flanc à la prééminence extérieure pour rester au pouvoir. Et lorsque vous vous rendez compte comment est-ce que l'ancien chef d'État du Burkina a géré le pouvoir, qui tue par l'épée finit par mourir par l'épée. C'était le pion de la France. On sait dans quelles conditions est-ce que ce monsieur a déstabilisé certains pays, comme la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait. Donc, le débat de fond dans toutes ces histoires de coup d'État dans les petits pays, là, sans passer par médias, nous savons ici que le problème du management africain, c'est nous-mêmes, d'abord. Donc, ce problème là-bas provient du simple fait que les dirigeants africains sont eux-mêmes des traîtres pour certains. Mais on a des vrais dirigeants comme Idriss Déby. On a des vrais dirigeants comme le président du Gabon. On en a le président de la Guinée. On a des vrais dirigeants. Mais il y a des traîtres qui n'empêchent pas que l'Afrique puisse se développer. En créant des réseaux pour encadrer la prééminence extérieure pour que nous puissions toujours être réduits à une portion congrue. En tout cas, 3 ans après donc, ce coup d'État manqué de Gilbert Diendéré, eh bien, on veut tout simplement croire désormais que les interventions, peut-être pourquoi pas de Mado Issoufou, qui sont d'ailleurs cités comme témoins, eh bien le dossier pourra finalement être clos et on pourra naturellement avancer dans ce dossier-là, puisque c'est d'ailleurs ce qu'attend la grande population burkinabé qui veut naturellement que lumière et justice soient faites sur ce dossier-là. Au Sénégal, c'est donc toute la justice sénégalaise qui est plus ou moins épinglée. Donc, on va donc prendre cette autre une du Mali. Merci à Marius pour cette précision. Donc, 27 ans après la révolution de mars 1991, que d'insatisfaction, note donc le journal Le Combat. Il faut le dire, 27 ans après le régime dictatorial de Moussa Traoré, l'avenir réservé à la jeunesse malienne reste tout simplement incertain lorsqu'on se réfère aujourd'hui sur l'image du système d'éducation, bafoué de problématiques d'emploi patentes. Parfois même, on se demande à quoi tout cela a servi, la raison de la lutte pour la démocratie ou du moins la volonté affichée des révolutionnaires et des martyrs en mars 1991 pour le changement d'une meilleure vie est restée tout simplement vide. Franck Mohané en droite ligne de pouvoir le conclure aujourd'hui malgré tout ce qui a été fait en 91. On pensait finalement changer de paradigme. On a finalement l'impression qu'on prend les mêmes naturellement et on recommence. Le gouvernement mis en place aujourd'hui par Ibeka, on a l'impression que c'est de l'immobilisme à outrance. Naturellement, tout stagne, en tout cas du côté du Mali. On en croit la presse malienne. C'est très regrettable que le Mali se retrouve dans cette situation parce que c'est un pays avec un taux d'indicateur macroéconomique pas assez honorable. C'est un pays qui a peu de ressources et puis qui est plongé dans une espèce d'immobilisme, comme vous venez de signaler. Naturellement, c'est regrettable parce que le Mali ne va pas bien, en fait, il faut le dire. Il faut qu'on puisse le dire ici. Et cela suppose que les intelligences africaines doivent comprendre naturellement que lorsque nous faisons des interventions, c'est pour faire que nos dirigeants puissent anticiper. Tant qu'on n'anticipera pas, on ne s'en sortira pas. Et quand vous regardez un peu comment fonctionne la géopolitique mondiale, il y a un schéma qui est mis en place pour déstabiliser l'Afrique. Et ça a commencé par la Côte d'Ivoire, tout le monde a vu. C'est parti en Libye et ça arrive au Mali. Et l'Afrique centrale, quoi qu'on dise, est un espace très solide avec des chefs d'État qui sont sérieux dans leur façon de travailler. S'ils étaient accompagnés par des véritables managers qui sont des ministres, c'est que l'Afrique centrale est un paradis sur terre, mais malheureusement. Donc, dans le scénario géopolitique, il est question de déstabiliser l'Afrique. Parce que la Chine est montée, la Chine est leader sur le plan économique, la Chine a préempté toutes ces grandes puissances en s'imposant. Non, elle n'a pas l'euro, la Chine n'a pas le dollar. Sa monnaie est une monnaie très faible. La monnaie est bien, c'est vrai, mais il faut l'économie. Donc aujourd'hui, le cas de la Chine est en train de faire que ces gens commencent à avoir peur. Ils divisent notre continent, ils imposent des crises pour venir comme des données de solutions. Entre-temps, ils imposent des consortiums qui vous obligent à vous recoloniser. Tout ça, c'est pas la Chine a une économie diversifiée et une économie qui est en train de grandir fortement. Donc le Mali parle également à l'Afrique. Naturellement. Je dis encore, je répète, quelle est la problématique de l'Afrique? C'est une Union africaine qui n'est pas solide. C'est les leaders qui ne sont pas charismatiques. C'est la corruption et tout et tout. Vraiment, on n'a plus besoin de ça. Organisons-nous pour que nous puissions converger. Quand le Mali a un problème, qu'on se rende compte que c'est un problème d'ordre africain. Il y a par exemple la crise, l'insécurité au Mali. Ils ont mis sur un conseil G5 Sahel qui est financé par l'Union européenne, qui est financé par les États-Unis. Pourquoi? C'est pour le bien-être des Maliens. Mais les dessous cachés de cette situation, c'est quoi? Les minéraux, les matières premières, tout. Donc le Mali n'est pas dans une bonne position et c'est retard pour le continent africain qui n'a que ses yeux pour pleurer dans un moment où la Chine est en train de tout prendre. Et d'accord, il nous reste à peine 3 minutes, mais faites-on signe du côté de la réalisation. Au Sénégal, crise dont la justice, le juge Ibrahim Démé claque la porte et accuse notre Wolf quotidien pour lui donc, je démissionne d'une magistrature qui elle-même a échoué. La démocratie et la bonne gouvernance ne sont plus qu'un leurre au Sénégal.
même son de cloche donc avec le quotidien qui parle de démission fracassante du juge Ibrahima Démé et titre donc à sa une réquisition tout simplement magistrale. Alors il faut le dire, on a finalement l'impression au Sénégal que le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, on a l'impression qu'on s'entremêle de ce côté-là. La preuve, M. Démé qui vient de démissionner parce que selon lui, on a l'impression que les juges n'ont pas tout simplement les mains libres dans ce pays qu'on appelle le Sénégal. Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit un peu honnête et juste. Lorsque vous êtes chef d'État dans un pays, quand même, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, législatif et puis et parlementaire. Naturellement, quand vous êtes nommé ministre, sûrement, il faut que vous sachiez que vous travaillez pour quelqu'un, en fait, qui vous a élu, qui vous a nommé, pardon. Et le chef d'État compte sur vous pour essayer d'agrandir son champ politique. Donc, il ne faut pas qu'on soit toujours dans une espèce de critique qui voudrait que tout ce qu'on dit est faux. Non. Mais la justice doit être indépendante. Non, la justice doit être indépendante, mais elle est encadrée par la politique, s'il vous plaît. Écoute, même ça se passe comme dans tous les États, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on pense que tout est critiquable. Mais non, quand vous êtes chef d'État, je suis d'accord que Macky Sall n'est pas un modèle pour moi. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas l'Afrique. Mais quand même, il ne faut pas qu'on tire. Quand il ne faut pas tirer, il faut dire justement la vérité. Parce que vous avez un homme de droit, lui, qui prétend ne pas être libre dans ses fonctions. Est-ce que c'est donc à tort qu'il ait jeté justement le tablier? Il n'est pas le premier, ça, il faut le dire. Je ne suis pas juriste, mais j'ai une approche du commun. Le droit, c'est le socle régulateur sur lequel se repose la loi. Garant des libertés individuelles équitables pour tous, qui est l'élément qui encadre, je veux dire, un environnement prospère. Et à partir du moment où ce n'est pas équitable pour tous, naturellement, il y a problème, Franck. Le droit est tributaire de l'économie et tributaire de la politique. C'est le droit qui garantit la traçabilité d'un environnement faisable pour investir. Le droit, et c'est encadré par l'économie et qui est contrôlé par la politique. Naturellement. C'est tout à fait logique. Je dis, comme vous êtes chef d'État, vous avez la main mise sur tous vos ministres. Si c'est pour l'intérêt général. Mais si c'est pour votre intérêt personnel, là, je ne suis pas d'accord. Mais là, on parle des juges, on parle de la justice. S'il vous plaît, je suis en train de dire ceci, qu'il y a des décisions judiciaires qui peuvent avoir un impact sur l'économie. Si ça part dans le mauvais sens, pourquoi pas le chef d'État, on le rappelle à l'ordre. Tout doit chuter sur le bien-être de la population. Le droit, c'est pour la population. L'économie, c'est pour la population. Et le droit régule et ça harmonise l'environnement pour que l'économie puisse être efficace. Et c'est une économie qui est encadrée également par la politique. Parce que la politique qui signe les conventions extérieures avec les entreprises pour que l'économie puisse en profiter. Et le droit vient maintenant proposer un environnement qui permet de garantir une certaine traçabilité, une certaine visibilité, une certaine garantie pour sécuriser les investissements. D'accord. En Afrique centrale, au Tchad, avec le magazine Pan-Africain Afrique Révélation qui nous fait dire à sa une qu'une délégation d'hommes d'affaires russes est donc en visite du côté de N'Djamena. La capitale du Tchad accueille donc en ce début de semaine le forum économique Tchad-Russie, une rencontre organisée par l'Organisation nationale patronale des entreprises du Tchad pour permettre donc aux opérateurs économiques des deux pays d'échanger sur les opportunités d'affaires. Au Cameroun, affaire Atang Nakuna, à la une du quotidien Le Messager, un prêtre dans les filets de la police, le vicaire de la paroisse de Mokolo aurait donc servi de passerelle, dit le journal à l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, écroué donc en Côte-d'Ivoire après sa fuite présumée du côté du Canada. Seraï Paul Biya prépare un coup. Un autre coup annonce donc Info Matin à sa livraison de ce matin. Et bien qu'il nous fait dire que le chef de l'État a regagné Yaoundé 48 heures seulement après sa visite en Chine. Un fait rare et même inédit et qui présage d'ailleurs à nouveau des chamboulements dans la classe politique camerounaise telle que nous voyons ce matin. Info Matin à l'international donc avec le journal Le Monde dans sa version numérique. Moscou face à Moscou, les Occidentaux serrent les rangs, titre donc Le Monde. Il faut dire plusieurs pays occidentaux, donc les États-Unis, l'Australie et 14 membres de l'Union européenne ont donc annoncé lundi l'expulsion des diplomates russes dans le cadre d'une action coordonnée pour répondre à l'empoisonnement de l'ancien agent russe Sergei Skripal et de sa fille Louila le 4 mars à Salisbury en Grande-Bretagne. Les pays occidentaux ont donc accusé à plusieurs reprises la Russie d'avoir commandé et même commandité cette tentative d'assassinat. Réaction peut-être sur cette dernière une, Franck, avant de sortir. Je n'ai pas la capacité de lire dans la boule de cristal. Lorsque je ne maîtrise pas ce que je dis, je dois rester un peu humble parce qu'il faut respecter le téléspectateur. Avec un peu de recul. Et bon, ça, c'est une crise diplomatique qui existe entre... Mais comment cet acharnement donc, de l'Union européenne face à un seul pays qui est la Russie? On a l'impression que c'est l'ennemi numéro 1. L'ennemi à battre à tout pied, à tous les prix. Naturellement, parce que quand vous regardez un peu comment fonctionne la géopolitique mondiale, ce n'est pas sur les calculettes, ce n'est pas sur le mouchoir, pardon, c'est sur les calculettes. L'Union européenne est dans une position de dégringolade parce que la montée de la Chine inquiète. En étant la Russie qui joue un jeu trouble, cela suppose naturellement que ça va dans tous les sens. Or, ce qui me choque dans cette problématique internationale qui fait que les grandes puissances ont du mal à pouvoir avoir une politique commune pour contrôler le monde, l'Afrique ne tire pas son épingle du jeu. Oh, la Chine s'est démarquée. Donc la Russie joue un jeu trouble. Ce qu'elle veut simplement dire, c'est que
les États n'ont pas d'amis, c'est les intérêts. Naturellement, Mais sauf c'est que connu l'Afrique de tous. n'arrive pas à tirer ses intérêts. On a des sous-hommes qui n'aiment pas le continent. Et puis, quand les autres sont rusés, ils font tout pour avancer le pays. Nous, on tourne tout sur place. Tout ce qu'on sait faire, c'est faire de la corruption pour dire qu'on... Non, que cela cesse. En tout cas, il faut tout simplement dire que tous les diplomates russes ont donc été virés de leurs fonctions dans tous les pays occidentaux, obligés donc de retourner chez eux. C'est donc un dossier forcément que on va d'ailleurs dans les jours à venir naturellement permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus. Merci en tout cas d'être venu ce matin, Franklin Mondo, au cadre de cette autre édition de la Grande Tribune sur Afrique Média. Merci Franklin d'être venu ce matin. Merci, M. Fabrice. Merci à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. D'accord. Eh bien, ça sera tout donc pour cette autre édition. Eh bien, monsieur, on se dit à très bientôt pour une autre édition. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne panafricaine. Ciao, ciao, bye bye.